La police va la retrouver maintenant, a dit maman à la famille. Elle a pris notre voiture et a disparu. Papa a ajouté, enfant ingrate. Mon avocat a appelé. Ils ont déposé une fausse plainte, a-t-il dit. Le véhicule est enregistré au nom d'Aurora Holdings, votre société. Dois-je engager des poursuites en retour? Le téléphone a sonné à 3h47 du matin, précisément. J'ai fixé l'écran, regardant le nom de mon avocat clignoter dans l'obscurité de ma suite d'hôtel. Richard Chen n'appelait jamais aussi tard, à moins que quelque chose n'exige une attention immédiate. Ils sont passés à la vitesse supérieure, a-t-il dit sans préambule. Vos parents ont déposé une plainte à la police il y a 2 heures, affirmant que vous avez volé leur Mercedes. Des agents vous recherchent actuellement. Je me suis redressé, enroulant la couette de l'hôtel autour de mes épaules. À travers les baies vitrées, la silhouette de Chicago scintillait, telle une constellation de promesses brisées. 3 jours s'étaient écoulés depuis que j'avais quitté la maison de mon enfance pour la dernière fois, et déjà, les représailles prévisibles avaient commencé. La Mercedes enregistrée au nom d'Aurora Holdings, ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Exactement. Le véhicule que votre société a acheté comptant il y a 18 mois. J'ai tous les documents. La voix de Richard portait la satisfaction d'un homme qui détenait toutes les cartes gagnantes. La police réalisera son erreur d'ici quelques heures, mais la fausse plainte en elle-même est attaquable. Dois-je engager des poursuites en retour? J'ai fermé les yeux, me souvenant du matin où j'avais acheté cette voiture. Ma mère avait insisté pour m'accompagner chez le concessionnaire, critiquant chaque détail, tandis que mon père envoyait des instructions par SMS depuis son bureau. Il traitait mon argent comme le leur, mon succès comme un droit qui leur était dû. La Mercedes était devenue un autre symbole de leur contrôle, garée dans leur allée, comme s'ils l'avaient achetée eux-mêmes. Pas encore, ai-je dit. Laissons-les s'enfoncer davantage. 29 ans de ma vie avaient mené à ce moment. Le point de rupture était survenu 3 nuits auparavant, lors de ce qui était censé être un simple dîner de famille. Ma sœur, Charlotte, s'était surpassée dans la préparation du repas, poulet rôti, purée à l'ail, haricots verts frais du marché. Son mari, Eric, était assis en bout de table, absorbé par son téléphone, pendant que leurs enfants, Sophie, 9 ans, et Dylan, 6 ans, se disputaient pour savoir qui aurait le bréchet. Amanda, ma chérie, parle-nous de ta promotion, a annoncé ma mère, sa voix portant ce ton particulier qu'elle utilisait pour m'exhiber comme un caniche de concours. J'avais été nommée vice-présidente senior de Thornhill Financial 3 semaines plus tôt. À 29 ans, j'étais la plus jeune personne à avoir jamais occupé ce poste. Cette réussite représentait des journées de 15 heures, des week-ends sacrifiés, et une détermination implacable qui laissait peu de place à quoi que ce soit ressemblant à une vie personnelle. Félicitations, a dit Charlotte d'un ton neutre, sans lever les yeux de la tâche de couper le poulet de Dylan en petits morceaux. Mon père a baissé ses lunettes de lecture. L'augmentation de salaire doit être substantielle. Nous devrions discuter d'opportunités d'investissement. Et voilà, le pivot inévitable, de ma réussite à leur profit. J'ai déjà alloué les revenus supplémentaires, ai-je répondu prudemment. Eric a enfin levé les yeux de son téléphone. Tes parents ont été incroyablement généreux, Amanda. Tu peux sûrement leur témoigner un peu de gratitude, sous une forme tangible. La déclaration m'a fait l'effet d'une douche froide. Eric travaillait comme cadre intermédiaire dans une société pharmaceutique, gagnant un salaire confortable qui paraissait dérisoire face aux habitudes dépensières de Charlotte. Il vivait dans la maison d'amis de mes parents, ne contribuait en rien aux dépenses du ménage, et considérait cet arrangement comme un droit de naissance. Généreux en quoi, exactement? La question est sortie, plus sèche que prévu. La fourchette de ma mère a heurté son assiette avec un bruit sec. Comment oses-tu prendre ce ton? Nous t'avons élevé, habillé. Nous avons payé pour tes études. J'ai payé pour mes études, ai-je corrigé. Chaque centime de mon diplôme de premier cycle provenait de bourses et de mes emplois à temps partiel. Vous avez refusé de contribuer, parce que j'ai choisi la finance au lieu de rejoindre le cabinet comptable de papa. Le souvenir me brûlait encore. Debout dans le bureau de mon père à 18 ans, la lettre d'acceptation de l'université Northwestern serrée dans mes mains tremblantes. Il m'avait regardé avec une telle déception, comme si je l'avais personnellement insulté en ayant des ambitions au-delà de son petit cabinet. Nous t'avons offert un toit, a dit froidement mon père. Jusqu'à mes 17 ans. Ensuite, vous avez commencé à me faire payer un loyer.
Charlotte a enfin croisé mon regard. Quelque chose a traversé son visage, avant qu'elle ne le dissimule. Tu dramatises. Vraiment? Tu vis sans payer de loyer dans la maison d'amis depuis 4 ans. Moi, je payais 300 € par mois, en terminale, en travaillant à l'épicerie. Ça t'a appris le sens des responsabilités, a répliqué sèchement ma mère. J'ai pensé au sens des responsabilités. Comment j'avais travaillé 40 heures par semaine tout en maintenant une moyenne parfaite. Comment j'avais mangé des nouilles instantanées d'innombrables soirs pour pouvoir m'acheter des manuels. Comment j'avais obtenu mon diplôme avec la plus haute distinction, sans aucun membre de ma famille présent, parce que mon père avait refusé de prendre un jour de congé. Pendant ce temps, Charlotte avait bénéficié d'une bourse complète de nos parents pour l'université, avait obtenu son diplôme avec des notes médiocres, s'était mariée avec Eric en moins de 6 mois, et s'était rapidement installée dans une dépendance professionnelle. La voiture que tu conduis, intervint doucement Eric, c'est techniquement un bien familial, n'est-ce pas? Je me suis redressé. La Mercedes appartient à Aurora Holdings, ma société d'investissement personnel. Elle est entièrement à moi. Immatriculée à cette adresse, a ajouté mon père. Assurée sous notre police d'assurance habitation. Parce que vous avez insisté, ai-je dit, en prétendant que ce serait moins cher. Alors, elle est en partie à nous, a déclaré ma mère, avec la finalité de quelqu'un habitué à réécrire la réalité. Sophie a soudain pris la parole, sa petite voix tranchant dans la tension. Tante Amanda, pourquoi papy et mamie sont-ils méchants avec toi? Le silence s'est abattu sur la table. Le visage de Charlotte est devenu rouge vif alors qu'elle réprimandait sa fille. Mais la question innocente de Sophie avait mis en lumière la dynamique que tout le monde prétendait ne pas voir. Je me suis excusé pour aller aux toilettes, ayant besoin d'espace pour respirer. La salle d'eau n'avait pas changé depuis mon enfance. Le même papier peint à fleurs, les mêmes savons décoratifs que personne n'utilisait jamais. Le même miroir où je m'étais entraîné à sourire avant l'école, tout en pensant les blessures de ma confiance en moi. Mon téléphone a vibré, un SMS de Jennifer, ma collègue chez Tornil. L'invitation à prendre un verre le vendredi soir m'a semblé être une bouée de sauvetage, vers un monde où ma valeur n'était pas mesurée par mon utilité pour les autres. En retournant dans la salle à manger, j'ai trouvé ma famille en pleine discussion animée, sur la propriété de vacances qu'ils voulaient acheter en Floride, en utilisant ma prime prévisionnelle comme acompte. Absolument pas, ai-je dit clairement. L'expression de mon père s'est assombrie. Ne sois pas égoïste. C'est pour le bien de toute la famille. Je ne suis pas de la famille, ai-je répondu. Je suis un compte en banque, avec un droit de parole occasionnel. Ce qui a suivi fut une éruption d'accusations, de culpabilisation, et d'indignation fabriquée. Charlotte a pleuré sur ma cruauté. Eric m'a fait la leçon sur les obligations familiales. Mes parents m'ont dépeinte comme un monstre ingrat, détruisant notre foyer aimant. J'ai attendu qu'il se soit épuisé. Puis, je me suis levé, j'ai pris mon sac, et j'ai parlé avec une précision calme. Je pars. Ne me contactez pas, le rire de ma mère était cruel. Tu reviendras. Tu reviens toujours en rampant. Je suis sorti sans un mot de plus, j'ai conduit directement jusqu'au Four Seasons, et j'ai pris une suite surplombant la ville que j'avais conquise à la seule force de ma détermination. Le soulagement ressenti était comme remonter à la surface après avoir retenu ma respiration pendant 3 décennies. Maintenant, 72 heures plus tard, ils avaient déposé une fausse plainte à la police. Richard a rappelé à 6h15. La police a retiré la plainte pour vol de véhicule. Vos parents sont maintenant interrogés pour fausse déclaration. Apparemment, votre mère raconte à la famille que vous avez fait une dépression nerveuse. J'ai bu mon café en regardant l'aube peindre le ciel de nuances d'ambre et de rose. Quoi d'autre? Votre tante Paula a appelé mon bureau. Elle veut vous parler. Paula était la sœur cadette de ma mère, le membre de la famille qui avait toujours semblé légèrement à l'écart du chaos. Elle avait monté une entreprise de traiteur prospère, avait divorcé d'un mari infidèle, et avait élevé 3 enfants accomplis, en grande partie seule. Donnez-lui mon numéro, ai-je dit. Paula a appelé en quelques minutes. Ta mère raconte à tout le monde que tu les as volés et que tu as sombré dans la toxicomanie. Créatif. Je n'ai jamais cru à ces sornettes, a dit Paula sans détour. Je me souviens quand il te faisait payer un loyer au lycée. Ça me rendait malade. De quoi as-tu besoin? Ce soutien inattendu a presque brisé mon sang-froid. De rien.
Juste de la distance. C'est chose faite. Mais Amanda, ils construisent une narration de victime. Documente tout. J'avais déjà commencé. Chaque SMS, chaque email, chaque transaction financière était organisée dans des dossiers numériques. Des années de tenue de registre minutieuse allaient devenir mon bouclier. Charlotte a envoyé un SMS cet après-midi. Maman a fait une crise de panique. Tu es en train de la tuer. Comment peux-tu être si cruel? Je n'ai pas répondu. 2 heures plus tard, Eric a essayé. Nous devons parler de la situation de la voiture. Tu rends les choses plus difficiles que nécessaire. Supprimé. L'email de mon père est arrivé à 21h. Un chef-d'œuvre de manipulation, déguisé en parentalité blessée. Il avait toujours été doué pour réécrire l'histoire, transformant ses échecs en mes défauts. J'ai tout transféré à Richard. Le week-end s'est écoulé dans une tranquillité surréaliste. J'ai travaillé depuis ma suite d'hôtel, fait de longues promenades le long du lac, et pris mes repas sans critique sur mes portions ou mes choix. L'absence de jugement constant était comme se remettre d'une maladie chronique que j'avais cessé de remarquer. Le lundi matin a apporté un nouveau développement. L'email de Richard contenait une pièce jointe, des documents juridiques montrant que mes parents avaient pris une carte de crédit à mon nom il y a 7 ans. Le solde s'élevait actuellement à 42 000 €. Vol d'identité, écrivait Richard. Poursuivable. Ils ont effectué des paiements minimums à partir d'un compte qu'ils contrôlent, le gardant ainsi hors de votre rapport de crédit. Je l'ai trouvé lors de la vérification des antécédents que j'ai effectués. J'ai regardé les preuves, la colère montant comme un orage. 7 ans. Ils me volaient depuis 7 ans, créant des dettes à mon nom tout en me faisant la leçon sur la responsabilité financière. Comment ont-ils eu accès à mes informations, ai-je demandé lorsque Richard a appelé. Vous les avez autorisés sur votre compte bancaire lorsque vous avez eu 18 ans, vous vous souvenez? Avant de comprendre comment ils fonctionnaient. Ils ont utilisé cet accès pour rassembler tout le nécessaire pour les demandes de crédit. Le souvenir a refait surface, 18 ans, naïve, croyant que mes parents voulaient m'aider à me constituer un historique de crédit. Ils avaient insisté pour être cotitulaire du compte, pour les urgences. Je les avais retirés à 21 ans, mais le mal était fait. Portez plainte, ai-je dit. Amanda, en êtes-vous certaine? Cela deviendra public. J'en suis certaine. Les 48 heures suivantes se sont déroulées comme une avalanche contrôlée. Mes parents ont reçu un avis de l'enquête pour vol d'identité. Charlotte a appelé 17 fois, chaque message vocal montant en hystérie. Eric a envoyé un email menaçant d'une action en justice pour diffamation, ignorant apparemment que la vérité est une défense absolue. La sœur de ma mère, Brenda, s'est jointe à la campagne de dénigrement, publiant sur les réseaux sociaux des messages sur ma prétendue instabilité mentale et ma cruauté. Des cousins éloignés à qui je n'avais pas parlé depuis des années avaient soudainement des opinions sur mon caractère. Paula a appelé avec des nouvelles. Ta mère prétend que tu as toujours eu des problèmes. Elle dit qu'ils t'ont soutenu financièrement toute ta vie, par souci pour ton bien-être. Une fiction impressionnante. Je lui ai dit de fermer sa bouche menteuse, a dit Paula joyeusement. Nous ne nous parlons plus maintenant. Ça en valait la peine. Jennifer m'a emmené déjeuner le mercredi, son expression inquiète. Les rumeurs vont bon train au bureau. Quelqu'un a appelé, racontant des histoires sur toi, comme quoi tu détournerais des fonds de ta famille. Laisse-moi deviner. Eric? Il ne s'est pas identifié, mais il a mentionné son expérience dans l'industrie pharmaceutique. J'ai intenté un procès en diffamation cet après-midi-là. Richard a agi avec l'efficacité de quelqu'un qui appréciait vraiment les litiges. En quelques jours, Eric a reçu une lettre de mise en demeure, détaillant chaque fausse déclaration et promettant des conséquences financières importantes en cas de harcèlement continu. L'enquête de police sur le vol d'identité a progressé. Une détective, l'officier Karen Mills, m'a contacté pour un entretien. Elle était professionnelle, minutieuse, et profondément peu impressionnée par les tentatives de justification de mes parents. Ils ont prétendu que la carte de crédit était pour les urgences familiales, a dit l'officier Mills en consultant ses notes. Les frais incluent des vêtements de luxe, des repas au restaurant, un voyage à Cancun, et des paiements mensuels à un country club. Ça ressemble à des urgences, ai-je répondu sèchement. Vos parents suggèrent que vous étiez au courant et que vous aviez approuvé ces frais. J'ai fourni la documentation de Richard, des relevés bancaires montrant mes finances séparées,
des emails où j'avais explicitement refusé de financer leur style de vie, des SMS où ma mère se plaignait de mon égoïsme. L'officier Mills a étudié les preuves. C'est une fraude assez évidente. Ils encourent de graves accusations. La découverte du vol d'identité a ouvert la porte à un flot d'autres révélations. L'équipe d'enquête de Richard a découvert d'autres irrégularités financières, s'étendant sur des années. Mes parents m'avaient inscrite comme co-emprunteur sur divers prêts sans que je le sache, avaient utilisé mon numéro de sécurité sociale pour des comptes de services publics dans des propriétés où je n'avais jamais vécu, et m'avaient même déclaré comme personne à charge sur leurs impôts, bien après que j'ai atteint l'indépendance financière. L'impact financier total dépasse les 90 000 €, a expliqué Richard lors de notre visioconférence. Entre la carte de crédit frauduleuse, les garanties de prêts non autorisés, et les implications fiscales, ils ont essentiellement volé votre identité à des fins lucratives. J'étais assise dans ma suite d'hôtel, l'ordinateur portable ouvert, regardant des feuilles de calcul qui documentaient des années de vol systématique. Chaque ligne représentait une autre trahison, un autre moment où mes parents avaient choisi leur confort au détriment de mon autonomie. Comment ai-je pu manquer ça? Ai-je demandé, bien que je connaisse la réponse. Ils sont sophistiqués, a dit Richard. Tout était structuré pour éviter de déclencher des alertes sur votre rapport de crédit. Les paiements étaient toujours effectués à temps, juste les montants minimums pour garder les comptes actifs. De la fraude à l'identité à long terme, classique. Mon téléphone vibrait sans cesse de messages de parents. Tante Brenda avait rallié la famille élargie dans une campagne de harcèlement. Des cousins que je me rappelais à peine m'envoyaient des SMS accusateurs, sur le fait d'abandonner la famille dans les moments difficiles. Le frère de mon père, l'oncle Kenneth, a laissé un message vocal me traitant d'égoïste et menaçant de me remettre dans le droit chemin si je ne m'excusais pas immédiatement. Seule Paula restait dans mon camp, envoyant des mises à jour périodiques sur la narration de plus en plus dramatique de la famille. Ta mère s'est évanouie à l'église dimanche, a texté Paula. Très théâtral. Le père Murphy a demandé si on t'avait contacté au sujet de sa santé fragile. Je lui ai dit qu'elle allait bien et qu'elle était manipulatrice. Il n'a pas apprécié mon honnêteté. J'ai presque souri. Le refus de Paula de participer à cette comédie était rafraîchissant. Jennifer est passée à mon bureau le mardi après-midi, avec du café et une inquiétude gravée sur son visage. Je dois te dire quelque chose de délicat. Vas-y, Eric a de nouveau appelé le bureau. Il a parlé à quelqu'un des RH. Il a prétendu que tu détournais des fonds de clients pour financer une addiction au jeu. Elle a fait une pause. Les RH ont immédiatement signalé cela comme du harcèlement, mais Amanda, il devient désespéré. L'accusation était si absurde qu'elle en devenait presque comique. Je n'avais jamais joué, au-delà d'un ticket de loterie occasionnel, et mes dossiers financiers étaient impeccables. Mais les gens désespérés font des choix imprudents. Je m'en occupe, les jeux assurés. Il y a plus. Il a contacté 3 de tes principaux clients avec des histoires similaires. 2 d'entre eux m'ont appelé directement pour vérifier. Ils ne l'ont pas cru, mais il essaie de détruire ta réputation professionnelle. Une colère froide s'est installée dans ma poitrine. M'attaquer personnellement était une chose. Menacer ma carrière franchissait une ligne qui exigeait une réponse immédiate. Richard a demandé une ordonnance de ne pas faire d'urgence contre Eric cet après-midi-là. Le soir, des documents juridiques lui interdisaient de contacter mon employeur, mes collègues, ou mes clients. Toute violation entraînerait une arrestation immédiate. Il va l'ignorer, ai-je prédit. Alors il ira en prison, a répondu calmement Richard. Certaines personnes doivent apprendre par les conséquences. Eric a appelé mon bureau le lendemain matin, violant l'ordonnance de ne pas faire moins de 12 heures après l'avoir reçue. Mon assistante l'a transféré sur la messagerie vocale, que j'ai immédiatement transmise à Richard et à la police. L'officier Mills m'a contacté dans l'heure. Nous émettons un mandat d'arrêt contre lui. Il nous a rendu la tâche très facile. Le désespoir de Charlotte a atteint de nouveaux sommets. Elle a créé une fausse adresse email et a envoyé un message prétendant être de ma colocataire d'université, me suppliant de reconsidérer mon traitement envers ma famille. La tromperie était transparente et triste. J'ai bloqué l'adresse sans répondre. Amanda, s'il te plaît, a-t-elle dit quand elle m'a vu. Il menace maman et papa de prison. Tu dois retirer les plaintes. Non. Mais ce sont nos parents. La famille protège la famille. L'ironie était stupéfiante. Où était cette philosophie quand il me faisait payer un loyer à l'adolescence?
Quand ils ont volé mon identité? Quand ils ont monté tout le monde contre moi pour avoir établi des limites? Le visage de Charlotte s'est décomposé. Je sais qu'ils ont fait des erreurs, mais ça va trop loin. Pense à Sophie et Dylan. Ils vont perdre leurs grands-parents. Sophie et Dylan vivent dans la maison d'amis sans payer de loyer. Eric ne travaille pas assez dur pour soutenir votre style de vie. Vous avez besoin de la générosité de maman et papa pour survivre. J'ai parlé sans méchanceté, et non sans simplement des faits. Ce n'est pas juste. C'est exact. Tu as bâti toute ton existence autour de leur complaisance. Mon refus de participer ne fait pas de moi la méchante. Je t'ai défendu, a soudainement dit Charlotte. Quand nous étions enfants, quand ils étaient plus durs avec toi qu'avec moi, j'ai essayé d'aider. Un souvenir a refait surface, sans y être invité. Charlotte, peut-être âgée de 12 ans, se disputant avec nos parents sur l'équité de mes paiements de loyer, alors qu'elle recevait sa propre allocation. Elle avait été déboutée et avait finalement cessé d'essayer. Tu étais une enfant, ai-je dit, plus doucement. Tu t'es adapté pour survivre. Alors comprends ceci, ils sont terrifiés. Papa a des problèmes cardiaques. Le stress pourrait le tuer. Les problèmes cardiaques de papa sont gérés par des médicaments et de l'exercice modéré. Son médecin l'a confirmé quand je l'ai appelé hier. Charlotte a cligné des yeux. Tu as appelé son médecin? Je suis toujours inscrite comme contact d'urgence. Le médecin a été ravi de discuter de son état stable. J'ai fait une pause. Ils te manipulent, Charlotte. Ils t'ont toujours manipulé. Tu es devenue froide. Je suis devenue protégée. Il y a une différence. Elle est partie sans un mot de plus. Je suis retourné à mon bureau et j'ai essayé de me concentrer sur les rapports trimestriels, mais la concentration s'est avérée insaisissable. L'après-midi a apporté des complications inattendues. L'avocat de mes parents a contacté Richard, demandant une réunion pour discuter des options de résolution. La formulation suggérait qu'ils avaient enfin saisi la gravité de leur situation. Ils veulent négocier avant que les poursuites ne prennent de l'ampleur, a expliqué Richard. Stratégie standard lorsque les preuves sont accablantes. Que propose-t-il? Rien pour l'instant. Il tâte le terrain, pour voir si vous êtes ouverte à la conversation. J'ai soigneusement réfléchi à la question. Une partie de moi voulait refuser toute négociation, laisser la justice suivre son cours sans pitié. Une autre partie reconnaissait que les poursuites pénales, bien que satisfaisantes sur le principe, ne répareraient pas les dommages fondamentaux ni ne garantiraient une paix future. Organiser une réunion, ai-je dit finalement, mais que les conditions soient claires. Il ne s'agit pas de réconciliation. Il s'agit de responsabilité et de restitution. La réunion a été fixée au lundi suivant, au bureau de Richard. Les jours intermédiaires se sont écoulés avec une lenteur atroce. Je me suis jeté dans le travail, acceptant toutes les missions difficiles, me portant volontaire pour des présentations, restant tard pour examiner des contrats qui ne nécessitaient pas mon attention. Jennifer l'a remarqué. Tu évites quelque chose. Je suis productive. Tu te caches. Elle a fermé la porte de mon bureau, s'installant dans le fauteuil en face de moi. Je te connais depuis 3 ans. Je ne t'ai jamais vu aussi frénétique. L'observation a frappé trop près de la vérité. La réunion avec mes parents est lundi. Ah. Jennifer a hoché la tête, comprenant. Première fois que tu les vois depuis que tout a explosé. Oui. Tu veux un conseil non sollicité? Toujours. N'y va pas en attendant une conclusion définitive. Les gens comme tes parents ne deviennent pas soudainement conscients d'eux-mêmes parce qu'ils se sont fait prendre. Ils minimiseront, détourneront l'attention, et essaieront de manipuler la situation en leur faveur. L'expression de Jennifer était gentille mais ferme. Protège-toi. Souviens-toi pourquoi tu es là. Le conseil s'est avéré prémonitoire. Le lundi matin est arrivé, gris et froid. Le temps de fin d'automne de Chicago correspondait à mon humeur. Je me suis habillé avec soin, dans un tailleur bleu marine qui projetait une autorité et une confiance que je ne ressentais pas entièrement. Le bureau de Richard occupait le 32e étage d'une tour du centre-ville. La salle de conférence qu'il avait réservée était toute en verre et en acier, conçue pour intimider. Mes parents étaient assis d'un côté de la table, leur avocat entre eux. Ma mère semblait diminuer, plus âgée que ses 63 ans. La mâchoire de mon père était serrée, dans des lignes obstinées familières.
Amanda, a immédiatement commencé ma mère, Dieu merci, tu as accepté d'entendre raison. Richard a levé la main. Madame Morrison, établissons les règles de base. Cette réunion est enregistrée. Toute déclaration faite peut et sera utilisée dans les procédures judiciaires en cours. Je vous suggère d'écouter les conseils de votre avocat avant de parler. Leur avocat, un homme à l'air fatigué nommé Gerald Foster, s'est raclé la gorge. Peut-être pouvons-nous commencer par des excuses et nous diriger vers une résolution. Les excuses exigent un remords sincère, ai-je dit, ma voix stable malgré mon cœur qui battait la chamade. Je ne suis pas intéressé par un regret de façade, conçu pour éviter les conséquences. Le visage de mon père a rougi. Comment osez-vous nous parler de cette façon, après tout ce que nous avons fait pour vous? Monsieur Morrison, intervint doucement Richard, votre fille est ici par courtoisie. Les preuves de vol d'identité, de fraude, et de manipulation financière sont complètes et accablantes. Je vous suggère d'ajuster votre ton. Gerald Foster avait l'air peiné. Il a ouvert un dossier, en extrayant des documents. Mes clients sont prêts à effectuer une restitution financière complète pour les frais contestés. Contestés, ai-je répété. Il n'y a pas de contestation. Ils ont commis une fraude. Les frais ne sont pas contestés, ils sont documentés. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Les larmes étaient prévisibles, une tactique qu'elle avait employée toute ma vie lorsque la logique échouait. Nous avons fait des erreurs, Amanda, mais nous sommes toujours tes parents. Est-ce que ça ne signifie rien? Cela signifie que vous aviez une plus grande responsabilité de me protéger, pas de m'exploiter, ai-je répondu. Être mes parents ne vous accorde pas l'immunité face à la responsabilité. La réunion s'est poursuivie pendant 90 minutes, une danse épuisante d'accusations et de dénégations. Mes parents alternaient entre la contrition et l'indignation, ne s'engageant jamais vraiment dans l'une ou l'autre. Leur avocat a vaillamment tenté de négocier des conséquences réduites, mais Richard est resté ferme sur chaque point. Finalement, Gerald Foster a proposé un cadre de règlement, restitution complète de tous les frais frauduleux, un aveu écrit de mes faits, un conseil financier obligatoire, et un accord juridiquement contraignant interdisant tout contact futur sans mon consentement explicite. Et Charlotte? Ai-je demandé. Qu'en est-il de leur contrôle financier sur sa vie? Mon père a explosé. Charlotte ne te concerne en rien. C'est une bonne fille qui comprend la loyauté familiale. C'est une femme de 34 ans que vous avez maintenue financièrement dépendante pour garder le contrôle, ai-je rétorqué. Le règlement inclut une clause vous obligeant à lui transférer la propriété de la maison d'amis et à cesser toute manipulation financière. Absolument pas, a dit ma mère. Cette propriété est à nous. Alors nous passons au procès pénal, a simplement dit Richard. C'est votre choix. La réunion s'est terminée sans résolution. Mes parents sont sortis en trombe, ma mère sanglotant bruyamment dans le couloir. Gerald Foster est resté, l'air défait. Ils n'accepteront pas, a-t-il dit doucement à Richard. Ils croient sincèrement être les victimes ici. Alors ils feront face à tout le poids des poursuites, a répondu Richard. J'ai quitté le bâtiment en me sentant vidé. Les confronter avait été nécessaire, mais épuisant, comme rouvrir de vieilles blessures pour nettoyer une infection. Paula a appelé ce soir-là. Ta mère raconte à tout le monde que tu lui as crié dessus et que tu l'as menacé de violence pendant la réunion. Nous étions enregistrés. Elle ment. Je sais, mais elle a convaincu la moitié de la famille que tu es devenue dangereuse. Paula a soupiré. Mon téléphone n'arrête pas de sonner, avec des gens qui exigent que je te fasse entendre raison. Je suis désolé que tu sois prise au milieu. Je ne suis pas au milieu. Je suis de ton côté. Il y a une différence. Sa voix s'est adoucie. Comment vas-tu, vraiment? La question a fait craquer quelque chose en moi. Je ne sais pas, soulagé et dévasté à la fois. En colère, mais aussi triste. C'est compliqué. C'est sain, a dit Paula. Le deuil de ce qui aurait dû être normal. Ne laisse personne te dire le contraire. Après avoir raccroché, je suis resté à la fenêtre de l'hôtel, regardant les lumières de la ville se brouiller à travers des larmes inattendues. Le deuil dont parlait Paula n'était pas pour mes vrais parents, mais pour les parents que je méritais et que je n'avais jamais eus. La perte semblait profonde, malgré sa nature abstraite. Le travail est devenu mon encre au cours des semaines suivantes. Les associés de Thornhill Financial m'avaient soutenu tout au long de l'épreuve,
mais j'étais parfaitement consciente que les drames personnels ne pouvaient être tolérés que pendant un certain temps dans un environnement professionnel. Je devais prouver que ma concentration n'avait pas faibli. Une présentation client majeure était prévue pour le vendredi. La société Peyton envisageait un changement important de portefeuille d'investissement, et elle avait demandé des propositions à 3 cabinets concurrents. Décrocher ce contrat représenterait un coût de 15 millions d'euros pour Thornhill. Je me suis préparé de manière obsessionnelle, répétant la présentation des dizaines de fois, anticipant chaque question possible, peaufinant chaque diapositive jusqu'à la perfection. Jennifer m'a aidé, me donnant son avis et jouant l'avocat du diable lors des séances d'entraînement. « Tu es prête ?» a-t-elle dit le jeudi soir, alors que nous examinions la version finale. « C'est le meilleur travail que je t'ai vu faire. » La présentation s'est déroulée sans accroc. Les dirigeants de Peyton ont posé des questions intelligentes auxquelles j'ai répondu avec confiance et précision. À la fin, leur directeur financier hochait la tête d'un air approbateur, et leur PDG a demandé une réunion de suivi pour discuter des délais de mise en œuvre. En retournant au bureau, j'ai ressenti une vague de satisfaction qui n'avait rien à voir avec ma situation familiale. Ce succès était purement le mien, bâti sur des compétences et des connaissances que j'avais développées au fil d'années de dévouement. Personne ne pouvait me le prendre ou s'en attribuer le mérite. Peyton vient d'appeler, a annoncé Jennifer à mon retour. Il signe avec nous. Félicitations. L'équipe a célébré autour d'un verre ce soir-là. Pendant quelques heures, j'étais juste Amanda, la conseillère financière à succès, pas Amanda, la fille avec une famille toxique. La séparation était comme respirer de l'air pur après avoir été piégé dans une pièce enfumée. Mon téléphone a vibré pendant la célébration. Un SMS d'un numéro inconnu, tu vas regretter d'avoir détruit cette famille. Les conséquences arrivent. Je l'ai montré à Jennifer. Eric, probablement. Transfère-le à ton avocat. La réponse de Richard a été rapide, déposant des plaintes supplémentaires pour harcèlement. Cela établit un schéma de comportement qui renforce notre dossier. Les menaces ont continué sporadiquement au cours de la semaine suivante, des emails anonymes, des appels bloqués qui allaient sur la messagerie vocale avec une respiration lourde, un colis bizarre livré à mon bureau contenant des photos de famille photocopiées avec mon visage rayé. Eric est en train de perdre pied, a observé Richard. Le mandat d'arrêt pour violation de l'ordonnance de ne pas faire est toujours actif. Il ne fait qu'aggraver son cas. Charlotte a envoyé un email qui était étonnamment lucide, Eric est en pleine spirale. Je ne sais pas quoi faire. Il est convaincu que tu essaies de le détruire. J'ai peur, Amanda. Pas de toi. De lui. Je l'ai appelé immédiatement. Toi et les enfants êtes-vous en sécurité? Je pense que oui. Il est en colère, mais pas violent. Juste obsédé par l'idée de prouver que tu es la méchante dans tout ça. As-tu un endroit où aller si nécessaire? Une longue pause. Tante Paula a proposé sa chambre d'amis. Prends-la, ai-je insisté. Au moins jusqu'à ce qu'Eric se calme. Maman et papa seront furieux si je pars. Charlotte, Eric me harcèle malgré une ordonnance de ne pas faire. Il m'a envoyé des photos de familles mutilées. Ce n'est pas un comportement normal. Une autre pause, plus longue cette fois. Je sais. J'espérais juste qu'il s'arrêterait. L'espoir n'est pas une stratégie. Protège-toi et protège tes enfants. Elle a promis d'y réfléchir, bien que j'ai entendu le doute dans sa voix. Des années de conditionnement ne s'évaporaient pas du jour au lendemain. 2 jours plus tard, Paula a appelé avec une mise à jour. Charlotte et les enfants sont ici, a-t-elle dit. Elle est arrivée hier soir avec 3 valises et la terreur dans les yeux. Apparemment, Eric a détruit leur appartement dans un accès de rage, brisant la vaisselle et donnant des coups de poing dans les murs. Un soulagement m'a envahi. Porte-t-elle plainte? Pas encore. Elle est encore en train de digérer. La voix de Paula était douce. Elle a demandé de tes nouvelles, voulait savoir si tu passerais. J'ai hésité. Voir Charlotte semblait risqué, pouvant potentiellement rouvrir des portes que j'avais eu du mal à fermer. Mais elle avait fait un pas courageux, et je pouvais le reconnaître sans sacrifier mes limites. Je passerai ce week-end, ai-je dit. Jennifer est apparue à la porte de mon bureau vers 15 heures. Les associés veulent te voir. Mon estomac s'est noué. La campagne de diffamation d'Eric avait-elle atteint des sphères plus élevées que prévu? La salle de conférence des associés principaux offrait une vue panoramique sur le centre-ville de Chicago.
3 visages sévères attendaient autour de la table polie. Amanda, asseyez-vous, a dit Thomas Bradford, l'associé directeur. Je l'ai fait, gardant mon sang-froid malgré une anxiété croissante. Nous avons reçu des communications préoccupantes concernant votre situation familiale, a poursuivi Thomas. Des emails anonymes alléguant des malversations financières. De mon beau-frère, ai-je dit calmement. Il fait l'objet d'un procès en diffamation pour avoir fait de fausses déclarations à mon sujet. Les associés ont échangé des regards. Margaret est, chef du contentieux, s'est penchée en avant. Nous sommes au courant. Nous avons demandé à notre équipe d'enquête d'examiner les allégations, et tout est en votre faveur, a dit Margaret. Vos finances sont impeccables, le dossier de vol d'identité est solide, et la diffamation est clairement malveillante. Nous voulions vous informer que Thornhill Financial vous soutient complètement. Le soulagement était étourdissant. Merci. Thomas a légèrement souri. Nous voulions également discuter de votre avenir ici. Le conseil d'administration a été impressionné par votre gestion de cette situation. Le sang-froid, la documentation, et la réflexion stratégique démontrent exactement les qualités que nous apprécions. J'apprécie cela. Nous vous offrons un poste dans notre bureau de New York, a dit Margaret. Même titre, une augmentation de salaire significative, et une distance complète par rapport à votre situation actuelle. L'offre flottait dans l'air, à la fois comme un cadeau et une voie de sortie. Quand cela commencerait-il? Ai-je demandé. C'est votre choix. Immédiatement, si vous préférez, ou après la résolution des affaires juridiques. J'ai pensé à Chicago, mon appartement, mes habitudes, la ville où j'avais bâti ma carrière. J'ai aussi pensé à la menace constante de tomber sur des membres de ma famille, au réseau de rumeurs qu'Eric avait activé, à l'épuisement de maintenir des limites à proximité. J'aurai besoin de 2 semaines pour régler mes affaires ici, ai-je dit. Ensuite, je déménagerai. Les associés ont semblé satisfaits. La maison de Paula était une charmante victorienne à Oak Park, pleine de chaleur et d'un confort vécu qui contrastait vivement avec la vitrine stérile de mes parents. Charlotte a ouvert la porte, l'air épuisé, mais plus calme que je ne l'avais vu depuis des années. Merci d'être venu, a-t-elle dit simplement. Sophie et Dylan étaient dans le jardin avec Paula, leur rire parvenant à travers les fenêtres ouvertes. Le son était insouciant, d'une manière que j'entendais rarement lorsqu'ils étaient avec nos parents. Charlotte a préparé du thé, et nous nous sommes assises à la table de la cuisine de Paula dans un silence gêné. Finalement, elle a parlé. Je te dois des excuses. Plusieurs excuses. Tu n'as pas à le faire. Si, je le dois. Elle a croisé mon regard. Je les ai laissés faire. J'ai profité de la façon dont ils te traitaient. Je me disais que j'essayais juste de maintenir la paix. Mais en réalité, je prenais le chemin le plus facile, pendant que tu subissais le poids de leur dysfonctionnement. Cette reconnaissance était surprenante. Tu survivais, ai-je dit. Toi aussi. Mais tu as choisi le chemin le plus difficile. Tu t'es défendu. Les mains de Charlotte se sont enroulées autour de sa tasse. La crise d'Eric m'a forcé à voir ce que j'évitais. Il est exactement comme eux, manipulateur, contrôlant, convaincu que le monde lui doit quelque chose. J'ai épousé papa, a-t-elle ajouté doucement. L'observation était d'une précision déconcertante. Qu'est-ce que tu vas faire? Ai-je demandé. Paula m'aide à trouver un emploi. J'ai un diplôme en marketing que je n'ai jamais utilisé. C'est terrifiant et excitant à la fois. Elle a fait une pause. Je demande aussi le divorce. Comment te sens-tu par rapport à ça? Soulagé. Surtout effrayé par la logistique, mais soulagé par la décision. Charlotte a regardé par la fenêtre ses enfants. Je ne veux pas que Sophie et Dylan grandissent en pensant que c'est normal, que les relations sont censées impliquer le contrôle et la manipulation. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure, naviguant avec précaution à travers des décennies d'histoires compliquées. Charlotte m'a raconté comment nos parents avaient sapé sa confiance en elle, l'avaient convaincue qu'elle ne pouvait pas s'en sortir sans eux, l'avaient rendue dépendante comme une forme d'amour. Ils t'ont fait des choses similaires, ai-je dit, juste avec des tactiques différentes. Pour toi, c'était plus dur, a admis Charlotte. Ils te voyaient comme une concurrente. Moi? Ils me voyaient comme une extension d'eux-mêmes. Avant que je parte, Sophie a couru vers moi et m'a serré fort dans ses bras. Tante Amanda, es-tu toujours en colère contre papy et mamie?
Je me suis agenouillé à sa hauteur. Je ne suis pas en colère, ma chérie. Parfois, les adultes ont des désaccords qui signifient que nous avons besoin de prendre nos distances les uns des autres. Maman dit qu'on ne vit plus avec eux non plus. Comment te sens-tu par rapport à ça? Sophie a sérieusement réfléchi à cette question. Mes jouets me manquent, mais je préfère être ici. Tante Paula nous laisse faire du bruit. Cette simple honnêteté était à la fois déchirante et pleine d'espoir. En retournant à mon hôtel, j'ai senti quelque chose changer. Le réveil de Charlotte n'effaçait pas des années de douleur, mais il offrait la possibilité d'une relation différente, éventuellement. Pas la sororité que nous n'avions jamais eue enfant, mais peut-être quelque chose de réel et de choisi, plutôt que d'obligatoire. Richard a appelé le lundi matin avec des nouvelles. Vos parents ont accepté les termes du règlement. Restitution complète, confession écrite, tout le tout-im. Ils signeront demain. Qu'est-ce qui les a fait changer d'avis? Leur avocat les a convaincus que les poursuites pénales étaient inévitables autrement. Gérald Foster a peut-être mentionné les peines de prison potentielles avec des détails saisissants, Richard avait l'air satisfait. Il transfère également la maison d'amis à Charlotte dans le cadre de l'accord. La rapidité de leur capitulation était presque décevante. Une dernière chose, a ajouté Richard. Eric a été arrêté ce matin pour violation de l'ordonnance de ne pas faire. La police a trouvé des preuves qu'il surveillait votre immeuble de bureau. Il est en détention en attendant une audience pour sa caution. La nouvelle aurait dû m'apporter de la satisfaction. Au lieu de cela, je n'ai ressenti qu'une immense fatigue. L'obsession d'Eric l'a consumé, ai-je dit. Elle a transformé les griefs légitimes qu'il aurait pu avoir en une fixation dangereuse. Comment Charlotte gère-t-elle la situation? Elle a demandé une ordonnance de garde d'urgence, lui accordant la garde exclusive temporaire des enfants. La procédure de divorce avance. Richard a fait une pause. Vous avez créé un sacré effet domino. Je voulais juste des limites. Parfois, les limites nécessitent d'abord une démolition. La signature a eu lieu le mercredi matin. Mes parents sont entrés dans le bureau de Richard, l'air diminué. Leur confiance habituelle avait été remplacée par une résignation pleine de ressentiment. Ils ont signé chaque document mécaniquement, les larmes de ma mère coulant tout au long du processus. Lorsque la lettre de confession a été placée devant eux, mon père a tiqué. Ce langage est trop dur. Il nous fait passer pour des criminels. Vous êtes des criminels, a dit sèchement Richard. C'est une représentation exacte de vos actions. Ma mère s'est tournée vers moi. Amanda, s'il te plaît, aie pitié. Nous sommes toujours tes parents. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai vu une femme qui avait passé sa vie entière à croire que les règles ne s'appliquaient pas à elle, que les conséquences étaient pour les autres. Même maintenant, face à des preuves irréfutables de mes faits, elle ne pouvait pas accepter la responsabilité. Signez les papiers, ai-je dit doucement. Ou aller au procès. Ce sont vos options. Ils ont signé. Après, debout dans l'ascenseur, descendant vers le niveau de la rue, j'ai attendu le triomphe ou la justification. Rien de tout cela n'est venu. Juste un sentiment creux de clôture, comme finir un livre qui avait déçu tout du long, mais qu'il fallait lire jusqu'à la fin. Jennifer m'a emmené déjeuner, insistant sur une célébration malgré mon ambivalence. Tu as gagné, a-t-elle souligné. Victoire complète et totale. Pourquoi n'es-tu pas heureuse? Parce que ça a tout coûté, ai-je dit. Ma famille est détruite. Ma sœur divorce. Ma nièce et mon neveu sont traumatisés, et je déménage à l'autre bout du pays pour échapper aux décombres. Ta famille était déjà brisée. Tu as juste arrêté de faire semblant. L'expression de Jennifer était gentille mais ferme. La sœur qui divorce est libre maintenant, parce que tu lui as montré que c'était possible. Ta nièce et ton neveu apprennent que des limites saines existent. Tu n'as rien détruit qui n'était pas déjà empoisonné. Cette perspective m'a légèrement aidé. J'étais encore en train de digérer, essayant toujours de réconcilier la personne que j'avais été avec celle que je devenais. Les 2 semaines avant mon déménagement à New York se sont écoulées dans un tourbillon de logistique, emballer mon appartement, transférer des comptes, dire au revoir à des collègues devenus des amis. Jennifer m'a organisé une fête de départ qui était à la fois une célébration et une veillée, une fin et un début, simultanément. Charlotte est venue m'aider à emballer un samedi. Nous avons travaillé dans un silence complice, emballant la vaisselle et remplissant des cartons avec les artefacts accumulés de ma vie à Chicago.
Maman m'a appelé hier, a finalement dit Charlotte. Elle a dit que je devais te convaincre de leur pardonner avant que tu ne partes. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que le pardon n'est pas quelque chose que l'on exige, c'est quelque chose que l'on mérite. Elle m'a raccroché au nez. Charlotte a légèrement souri. Ça m'a fait du bien, en fait, de poser cette limite. Ça devient plus facile avec la pratique. J'espère. Elle a plié un pull avec soin. Pourrais-je te rendre visite à New York un de ces jours? Les enfants adoreraient voir la ville. L'invitation était hésitante, pleine d'espoir. Je suis ouverte à ça, ai-je dit après un moment. Après que je sois installée. Allons-y doucement. C'est juste. Richard a appelé ce soir-là avec une mise à jour. Vos parents veulent négocier à nouveau, a-t-il dit. Ils sont prêts à rembourser les frais frauduleux en échange de l'abandon des poursuites pénales. Contre-offre, ai-je dit. Remboursement intégral de 42 000 €, plus les intérêts, une confession écrite admettant le vol d'identité, une cessation permanente de contact, et il laisse Charlotte et sa famille tranquilles financièrement. Cette dernière condition leur fera plus de mal que la prison, a observé Richard. Je sais. Charlotte a besoin de construire son indépendance. Ils l'infantilisent. Ils n'accepteront jamais. Alors que les poursuites continuent. Mes parents ont accepté en moins de 24 heures. Apparemment, la réalité des accusations criminelles l'emportait sur leur fierté. Richard a structuré l'accord avec la précision d'un maître artisan. Chaque clause me protégeait. Chaque mot empêchait toute manipulation future. La lettre de confession est arrivée par coursier. L'écriture de mon père couvrait 2 pages, admettant la fraude, s'excusant pour la tromperie, et acceptant l'entière responsabilité. La signature de ma mère se trouvait en dessous de la sienne, tremblante et pleine de ressentiment. J'ai classé le document avec mon avocat, et je n'ai rien ressenti. Pas de triomphe, pas de justification, pas de satisfaction. Juste le soulagement silencieux de clore un chapitre douloureux. Charlotte a appelé une dernière fois. Ils sont dévastés, a-t-elle dit. Tu les as détruits. Ils se sont détruits eux-mêmes, ai-je répondu. Je refuse simplement d'être détruite avec eux. Et moi? Que suis-je censé faire? Construis ta propre vie. Eric a un travail. Tu as des compétences. Arrête de laisser la peur de l'indépendance te piéger dans leur dysfonctionnement. Facile à dire pour toi. Tu as toujours été plus forte. J'ai toujours été plus désespéré, ai-je corrigé. Il y a une différence. La ligne est restée silencieuse un moment. Je suis fier de toi, a finalement dit Charlotte. Je ne l'ai jamais dit, mais j'ai toujours admiré ta force. Merci. Est-ce que je te reverrai un jour? J'ai honnêtement réfléchi à la question. Peut-être. Quand tu seras prête à avoir une relation basée sur le respect mutuel, plutôt que sur l'obligation familiale. C'est juste, a-t-elle murmuré. Nous nous sommes dit au revoir, sans promesse ni fausses assurances. Paula m'a emmené dîner la veille de mon déménagement à New York. Nous nous sommes assises dans un petit restaurant italien, partageant du vin et des histoires sur la vie, au-delà du drame familial. Ta mère raconte à tout le monde que tu as abandonné des parents malades à l'heure du besoin, a dit Paula, plus amusée qu'en colère. Prévisible. Je lui ai dit que la vérité fait moins mal que ses mensonges. Elle m'a raccroché au nez. Paula a levé son verre. À la fuite des absurdités toxiques. Nous avons trinqué, et j'ai senti quelque chose changer en moi. Pas une guérison, exactement, mais le début d'un espace où la guérison pourrait éventuellement grandir. Le déménagement à New York s'est déroulé sans heurts. Des déménageurs professionnels, un bel appartement dans le quartier financier, et un bureau d'angle avec vue sur le fleuve Hudson. Je me suis jeté dans le travail avec une énergie renouvelée, libéré du bruit de fond constant du chaos familial. 6 mois ont passé. L'affaire de vol d'identité s'est conclue avec mes parents en probation et une restitution complète payée. Le procès en diffamation contre Eric s'est réglé à l'amiable, pour un montant qui le ferait réfléchir à 2 fois avant de calomnier qui que ce soit à nouveau. Charlotte envoyait des emails occasionnels, me donnant des nouvelles des enfants. Sophie avait rejoint le club d'échecs de l'école. Dylan avait découvert une passion pour le football. Eric avait pris un nouveau poste exigeant un effort réel. Ils avaient emménagé dans leur propre appartement. Je répondais poliment, gardant les limites claires, mais sans cruauté.
Les tentatives de contact de ma mère passaient par Paula, qui refusait de jouer les messagères. Mon père a envoyé une lettre, que j'ai retournée sans l'ouvrir. La vie à New York a dépassé mes attentes. Je me suis fait de nouveaux amis, suis sorti de temps en temps, et j'ai découvert des passe-temps au-delà du travail. La personne que j'avais été à Chicago me semblait être une étrangère, quelqu'un jouant un rôle dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Un soir, en rentrant d'un dîner avec des collègues, je suis passé devant une famille qui se disputait sur le trottoir. La mère réprimandait sa fille adolescente à propos de ses notes, tandis que le père consultait son téléphone, désintéressé. Le visage de la fille montrait ce mélange particulier de blessure et de résignation que je reconnaissais intimement. J'ai failli continuer mon chemin. Puis je me suis arrêté, j'ai fait demi-tour, et je me suis approché de la famille. « Excusez-moi », ai-je dit à l'adolescente. « C'est un peu au hasard, mais je veux que vous sachiez quelque chose. Quoi qu'ils vous disent en ce moment, ça ne définit pas votre valeur. Vous avez le droit de vouloir plus que leurs attentes. Vous avez le droit de vous protéger. » La mère m'a regardé, bouche bée. « Mêlez-vous de vos affaires. » C'est ce que je fais, ai-je dit, en regardant la fille. Je protège la personne que j'étais, en aidant la personne que vous êtes maintenant. Les yeux de la jeune fille se sont remplis de larmes. Elle a hoché la tête une fois, une compréhension passant entre nous comme une poignée de main secrète. Je me suis éloigné, le cœur battant, ne sachant pas si j'avais aidé ou si j'avais outrepassé mes droits. Mon téléphone a sonné quelques instants plus tard. « Paula ?» ai-je dit. « Devine qui a appelé, en pleurant parce que tu lui manques ?» a-t-elle demandé sans préambule. Pas intéressé. Bien. Je vérifiais juste ta résolution. Elle est solide. Excellent. Tu veux venir le mois prochain? Je cuisine. Je serai là. Nous avons raccroché, et j'ai continué à marcher dans les rues illuminées de Manhattan, entouré de millions de personnes vivant leurs propres histoires compliquées. Quelque part à Chicago, ma famille me peignait probablement encore comme la méchante. Quelque part dans mon ancienne vie, le récit continuait sans moi. Mais ici, à ce moment, marchant vers mon appartement, où personne ne critiquait mes choix ni ne revendiquait la propriété de mon succès, j'ai ressenti quelque chose de révolutionnaire. Je me sentais libre. La Mercedes était garée dans un parking à New York, maintenant correctement immatriculée au nom d'Aurora Holdings, assurée sous ma seule police. Parfois, je la conduisais dans le nord de l'État les week-ends, les fenêtres baissées, la musique forte, ne rendant de compte à personne d'autre qu'à moi-même. La voiture était devenue ce que j'avais toujours voulu qu'elle soit. Pas un symbole de leur contrôle, ou de mon succès malgré eux. Juste une voiture. Juste un moyen de transport.